Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Cécile Ourquet, j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Audrey Carlo. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions que nous avons reçues autour du bilan de thrombophilie. Quand est-il indiqué et comment réaliser un bilan de manière pragmatique et efficace pour le laboratoire? Et pour répondre à nos questions, nous accueillons aujourd'hui David Courtois. David est responsable de gamme au marketing global chez Stago et notamment en charge des paramètres de ce fameux bilan de thrombophilie. David, tu es donc notre expert pour aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Audrey. Merci de m'inviter à échanger autour de ce sujet du bilan de thrombophilie avec vous aujourd'hui. Bonjour David. Pour commencer, comme tu le sais, nous abordons toujours le sujet par les basiques. Qu'est-ce que la thrombophilie exactement ? Alors Cécile, la thrombophilie est le terme médical qui décrit des conditions physiques ou biologiques provoquant une tendance à développer des caillots sanguins. La thrombophilie peut donc être définie comme une anomalie de l'hémostase, héréditaire ou acquise, prédisposant les sujets atteints à une thrombose veineuse ou artérielle. Aujourd'hui, je pense que nous nous concentrerons uniquement sur la thrombose veineuse. Effectivement, ça fera déjà un bon sujet. Et comment est-ce qu'on provoque réellement une tendance à thromboser, David ? Eh bien, en dehors de l'âge, il y a un large éventail de situations pouvant contribuer à la thrombose. D'un côté, les conditions dites acquises, telles que la chirurgie, l'hospitalisation, l'immobilité ou l'alitement prolongé, les traumatismes, la grossesse, le postpartum, la prise d'hormones ou encore le cancer et l'obésité. À côté de ces différentes affections, il existe également des troubles héréditaires associés à une hypercoagulabilité, parfois aussi acquis ou transitoires, et pour leur diagnostic, le laboratoire d'hémostase aura un rôle crucial. Ouh là là, ça fait beaucoup de possibilités. David, quels sont les paramètres de la coagulation concernés par la thrombophilie ? Les troubles héréditaires les plus connus sont premièrement les défauts affectant les inhibiteurs de la coagulation, comme l'antithrombine, la protéine C et la protéine S, mais aussi deux mutations génétiques importantes. Une mutation ponctuelle du gène du facteur 5 donne le facteur 5 Leiden, un variant du facteur 5 résistant à l'inactivation par la protéine C activée. C'est le facteur de risque de thrombophilie héréditaire le plus courant, et aussi une mutation ponctuelle dans le gène de la prothrombine, définie comme G20-210A, qui entraîne une production accrue de facteur 2 ou prothrombine. Il s'agit du deuxième facteur de risque de thrombophilie héréditaire le plus courant, après le facteur 5 Leiden. Dans le cadre d'un risque de thrombophilie acquis, le facteur le plus important et courant est le syndrome des antiphospholipides, dont le diagnostic au laboratoire repose sur des tests de coagulation, principalement un réactif de TCA sensible et un réactif à base de venin de vipère Russell dilué, et sur des tests immunologiques recherchant la présence d'anticorps antiphospholipides. Alors David, tu as dit antithrombine, protéine C, protéine S, facteur 5 Leiden, mutation G20-210A de la prothrombine et le syndrome des antiphospholipides. Est-ce qu'il y a autre chose encore pour le laboratoire ? Eh bien oui, d'autres conditions telles que des taux élevés de facteurs de coagulation, en particulier le facteur 8, ou des taux élevés de fibrinogènes, une dysfibrinogénémie, une fibrinolyse altérée et une hyperhomocystéinémie ont également été signalés comme facteurs de risque de thrombophilie. Alors, j'aime rajouter des petites anecdotes à ce podcast. Le saviez-vous ? Un très bon aide-mémoire pour toutes les personnes travaillant chez Stago, du moins, c'est que notre filiale aux Pays-Bas se trouve à Leiden, comme le facteur 5 Leiden. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, c'est marrant. Pour revenir à notre sujet, David, le panel semble assez vaste au final. Peux-tu nous dire quand le bilan de thrombophilie est-il initié ? Par exemple, à quel moment devient-on éligible, si on peut en parler comme ça, à ce type de bilan ? En fait, tous les patients ne sont pas considérés comme éligibles pour un bilan de thrombophilie. Comme je le disais précédemment, il existe de nombreuses conditions associées à un risque accru de maladie thromboembolique veineuse, notamment une intervention chirurgicale ou un alitement prolongé. Lorsqu'une thrombose survient dans une telle situation,
la thrombose est considérée comme provoquée. Les patients avec une MTEV provoquée ne sont généralement pas éligibles au bilan de thrombophilie et seuls les patients atteints de MTEV non provoquée ou idiopathique seraient éligibles. Mais comme nous l'avons aussi déjà dit, le cancer est un facteur de risque majeur de thrombophilie. Comme l'incidence du cancer augmente avec l'âge, les patients de plus de 50 ans présentant un premier événement thrombotique non provoqué sont en général plutôt orientés vers le dépistage d'un possible cancer avant d'investiguer un trouble de l'hémostase. Et qu'en est-il pour les patients les plus jeunes? Eh bien, Cécile, à l'inverse, les patients présentant une thrombose non provoquée et de moins de 50 ans, en particulier ceux ayant des antécédents familiaux importants, par exemple avec des événements thrombotiques récurrents ou inhabituels, sont éligibles pour un bilan de thrombophilie. En fait, des recommandations sur l'éligibilité des patients au test de thrombophilie ont été émises par diverses institutions, telles que par exemple le British National Institute for Health and Care Excellence, NICE, en mars 2020. Il faut tout de même garder en tête que même sur cette population sélectionnée de patients éligibles, un facteur de risque de thrombophilie de laboratoire ne sera trouvé que chez environ la moitié des patients. Ce qui signifie donc, David, que lorsqu'un bilan de thrombophilie est prescrit et réalisé, il faut être prêt aussi à ne rien trouver de significatif. Mais si j'ai bien compris, qu'à l'inverse, l'absence d'un marqueur de thrombophilie connu ne veut pas dire que le patient est totalement en sécurité et n'a aucune pathologie. Et oui, c'est tout à fait cela. Et pour être honnête, la proportion de prescription réelle de bilan de thrombophilie a tendance à diminuer. Il y a deux raisons principales pour expliquer cette tendance. La première est qu'aucun facteur de risque biologique n'est retrouvé chez 50% des patients, comme je viens de le dire, même si ces patients sont bien sélectionnés. Ce qui signifie qu'il s'agit de patients jeunes avec une histoire documentée de MTEV non provoquée. La seconde raison est que même si ces paramètres biologiques sont associés à un risque nettement accru de maladie thromboembolique veineuse, deux patients présentant le même défaut peuvent ne pas avoir les mêmes manifestations cliniques. Ensuite, la prise en charge du patient est davantage déterminée par les antécédents du patient que par les résultats de laboratoire, et une évaluation de la thrombophilie héréditaire est peu susceptible d'affecter la prise en charge dans la plupart des contextes cliniques. Ok, alors, juste pour être sûr, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire en pratique? Alors, en pratique, cela veut dire qu'actuellement, il n'y a aucune preuve pour soutenir une prophylaxie primaire chez ces patients, et il n'y a aucune preuve non plus que la gestion des patients atteints de MTEV récurrente devrait être modifiée en présence d'un marqueur héréditaire de thrombophilie. Et d'un autre côté, si je me souviens bien, David, l'idée est aussi de ne pas réaliser un bilan de thrombophilie à l'ensemble des apparentés au premier degré d'un patient qui a eu une thrombose non provoquée et qui présente un facteur de risque de laboratoire. C'est cela? Oui, c'est ce que recommandent la plupart des guides, mais cela pourrait être nuancé. La pertinence d'une exploration systématique des individus apparentés au premier degré de ce que l'on appelle un sujet propositus fait débat. D'un côté, cela peut aider à mieux comprendre la présence d'un trouble dans un arbre généalogique et aussi l'expression clinique du défaut, mais d'un autre, cela peut rendre les membres de la famille anxieux de souffrir d'une thrombose alors qu'en fait, ils peuvent ne jamais avoir d'événement car les manifestations cliniques sont assez hétérogènes chez les patients présentant le même défaut de laboratoire. L'interrogatoire du patient a donc la plus grande importance pour identifier ses antécédents personnels et familiaux de thrombose et décider si un bilan complet doit être réalisé ou aussi envisager de mettre en place une thromboprophylaxie dans certaines situations spécifiques. Et donc, si un patient doit avoir un bilan de thrombophilie, y a-t-il des recommandations sur comment réaliser ce bilan et quels sont les dosages à utiliser précisément? Alors, le sous-comité de l'ISTH, dédié à ces inhibiteurs plasmatiques de la coagulation, a récemment publié une mise à jour de ses recommandations autour du dosage de protéine C, protéine S ou antithrombine. Et le sous-comité sur le bilan LUPIC a aussi mis à jour ses recommandations en 2020. Et on ne va pas pouvoir revenir sur ces recommandations en détail pendant ce podcast, mais pour nos auditeurs un peu plus curieux, vous avez les références bibliographiques dans la barre de description du podcast. Mais peut-être que David, tu peux nous donner les principaux messages de ces recommandations, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, sans entrer dans le détail du bilan des lupus anticoagulants, car je crois que vous avez un podcast sur le sujet, et Stago a aussi organisé un webinaire en 2020 à ce propos. Par contre, concernant les inhibiteurs de la coagulation, eh bien, il faut rappeler que pour l'antithrombine, la protéine C ou la protéine S, on peut être face à des anomalies quantitatives comme qualitatives. Pour cela, il y a donc plusieurs types de tests pour qualifier l'anomalie. S'il faut résumer les recommandations des SSC de l'ISTH, les tests de première intention sont la détection antigénique de la protéine S, l'activité amidolytique de la protéine C et un test d'activité pour l'antithrombine. David, tu dis test de première intention. Est-ce que tu veux dire par là qu'il faudra répéter le dosage ou envisager par exemple un autre type de test, comme par exemple un test chronométrique pour la protéine C et la protéine S, ou un test antigénique pour l'antithrombine? Oui, Cécile, l'anomalie éventuellement identifiée avec des tests de première intention peut ensuite être davantage caractérisée avec d'autres dosages, tels que par exemple des dosages immunologiques. Mais il y a un autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention. Comme d'habitude, pour avoir des résultats de tests de coagulation fiables, les conditions préanalytiques sont cruciales. Cela inclut bien sûr la préparation des échantillons, mais aussi l'état pathologique du patient ou son traitement, qui peuvent considérablement influencer les résultats des tests. Et l'exemple le plus courant ici sur les traitements, ça va être le traitement anticoagulant. Et à la lecture des recommandations, je crois que le bilan de thrombophilie n'est pas conseillé lorsque le patient est encore traité pour son événement thrombotique finalement. Mais on sait que ce n'est pas toujours possible de différer le bilan. Oui, c'est vrai, Audrey, de nombreux anticoagulants peuvent avoir un impact non négligeable sur les résultats des tests d'hémostase. Cela comprend l'héparine, les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs. Les recommandations dont nous parlons depuis quelques minutes fournissent d'ailleurs des conseils pour faire face à cette situation. Il existe par exemple désormais des solutions pour éliminer les AOD de l'échantillon de plasma avant le test et minimiser les interférences que ceux-ci induisent sur les résultats. David, j'ai encore une petite question sur le dosage de l'antithrombine, car c'est une question qui nous revient souvent dans les laboratoires. Faut-il préférer un dosage à base de thrombine ou à base de facteur 10A? En effet, c'est une question qui revient fréquemment et aussi dans les congrès scientifiques. La question doit être étudiée en fonction de la nature de l'anticoagulant, donc inhibiteur direct de la thrombine ou inhibiteur direct du facteur 10A. Alors on disait tout à l'heure qu'il est possible d'éliminer l'AOD d'un échantillon, mais parfois on ne sait pas que le patient est sous traitement. Prenons l'exemple d'un patient sous apixaban, qui est un anti-10A direct. Un dosage d'antithrombine basé sur le facteur 10A donnera un résultat surestimé du fait de la présence de l'anticoagulant, alors que le dosage basé sur un activateur à base de thrombine ne verra pas son résultat affecté. Et la réciproque s'applique pour un patient sous antithrombine direct. C'est pourquoi un laboratoire se doit de connaître le type de traitement anticoagulant dans sa patientèle pour décider du type de test à privilégier. Et ce que tu viens d'expliquer, David, finalement souligne une nouvelle fois l'importance de la collaboration entre les médecins et le laboratoire pour que le laboratoire soit en mesure de fournir les résultats les plus précis et avec une interprétation éclairée de ceux-ci. David, dans le podcast, nous n'avons pas mentionné les tests pour les autres troubles possibles de la thrombophilie. Peut-être tu peux nous en dire juste un tout petit mot? Oui, très rapidement. Le facteur 5 Leiden et la mutation de la prothrombine sont diagnostiqués à l'aide de tests de génotypage. Toutefois, je rappelle qu'il y a des tests de dépistage de la résistance à la protéine C activée, conséquence de la mutation du facteur 5 Leiden, qui peuvent présenter un intérêt avant les tests génétiques, notamment dans les pays où le génotypage et le séquençage sont très encadrés ou à l'inverse pas disponibles. Merci David d'avoir partagé un peu de ton expertise et ton savoir avec nous et nos auditeurs aujourd'hui. Les paillasses de spécialité dans les laboratoires d'hémostase peuvent te remercier pour avoir donné un si brillant aperçu de leur challenge au quotidien. Il est temps pour nous de terminer cet épisode et comme l'a mentionné Audrey, vous aurez toutes les références bibliographiques utiles dans la barre de description du podcast comme à notre habitude. Vous pouvez aussi nous contacter pour nous poser d'autres questions et challenger un autre de nos invités en envoyant votre question par email à ask@stago.com. Merci pour votre écoute. La suite au prochain épisode.
Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.